Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition d'Info.tvc du 8 novembre 2024. Encore cette semaine, on a une belle émission à vous proposer. Alors voici le menu. Le mois de novembre, c'est le mois de l'économie sociale. Alors on vous explique c'est quoi l'économie sociale et le rôle des entreprises d'économie sociale dont on en retrouve une quarantaine dans la Matapédia. La Régie intermunicipale des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis a dévoilé les résultats d'une étude qui a été faite sur les habitudes de la population à utiliser leur bac de récupération de compost et de déchets. Le matapédien Christophe Moquin nous présente un nouveau court-métrage pour le temps des fêtes et offre également, en nouveauté, des services de conférence. La CDC de la Matapédia a refait faire une peau neuve à son site web et on a le plaisir de vous le présenter. Fidèle à nos habitudes, on débute cette émission avec les actualités de la semaine. Moi, je vous retrouve à la fin. Bon visionnement! Voici les actualités pour la semaine du 8 novembre 2024. Commençons par les actualités matapédiennes. Mercredi, vers 17h30, s'est produit une collision entre une camionnette et un camion-remorque de 53 pieds sur la route 132S à Causes-Abscales. En raison de l'impact, les pompiers ont dû utiliser les pinces de décarcération pour dégager les deux passagers de la camionnette qui ont été transportés au centre hospitalier pour avoir subi des blessures de nature mineure pour la passagère et grave pour le conducteur. Selon la Sûreté du Québec, on ne craindrait pas pour la vie de ce dernier. Le conducteur du camion-remorque a également été transporté au centre hospitalier à titre préventif. La cause de la collision n'a pas encore été déterminée. Le 31 octobre dernier, les policiers de la MRC de la Matapédia ainsi que ceux de la Division des crimes majeurs de la Sûreté du Québec ont procédé à une perquisition de stupéfiants dans le secteur de la route Méluc à Saint-Cléophas. Cette opération est le résultat d'une enquête qui a débuté en janvier 2024 et de l'information reçue du public. La perquisition a permis de saisir environ 90 grammes de cannabis illicite, 6 grammes de produits dérivés de cannabis, 25 grammes de cocaïne, une arme prohibée, du matériel servant à la vente et 3 000 $ en coupure. Par le fait même, l'homme de 63 ans de Saint-Cléophas, Sylvain Chaussé, a été placé en détention. Le matapédien fait face à plusieurs chefs d'accusation, notamment de trafic de cocaïne, de possession de cocaïne, de possession d'armes prohibées et de possession de cannabis illicite. Suite à l'enquête sur remise en liberté, le juge de la Cour du Québec, Richard Côté, a décidé de remettre Sylvain Chaussé en liberté sous condition pendant le processus judiciaire. Celui-ci sera de retour à la Cour le 19 novembre au Palais de justice d'Amqui. La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais poursuit les étapes de consultation publique préalable pour la révocation des actes d'établissement. La consultation des conseils d'établissement pour l'école primaire Saint-Rosaire et de la polyvalente Forimont de Causes-Abscales aura lieu le mercredi 13 novembre à 19h et se déroulera à la polyvalente Forimont au 145 rue Saint-Luc à Causes-Abscales. Vous pouvez consulter la documentation relative à ces consultations publiques en vous rendant sur le site csSmm.gouv.qc.ca. Cette consultation des conseils d'établissement est ouverte à toute la population et c'est l'occasion d'obtenir les informations sur cette démarche de révocation des actes d'établissement. Toutefois, les questionnements de la population pourront être entendus lors de la consultation publique qui se déroulera le 9 décembre à la salle Jean Cossette d'Amqui. Les élèves de l'école secondaire Forimont de Causes-Abscales préparent un nouvel événement pour permettre aux enfants de 5 ans et moins qui fréquentent les maternelles, les centres de la petite enfance et les garderies en milieu familial de passer un Noël enchanté. Les élèves de la polyvalente Forimont ramassent des jouets usagés qui sont toujours en bonne condition, qui seront remis en cadeau aux enfants. Une belle initiative permettant de donner une deuxième vie à des jouets et de faire plaisir à un enfant. Si vous avez des jouets qui dorment dans les placards, vous êtes invité à les donner pour ce projet.
Les jouets peuvent être déposés dans les boîtes de collecte installées un peu partout dans la ville de Coz-Abscal, soit à l'Aréna Gérard-Duchesne, au restaurant Delou, à la pharmacie Family Prix, au marché Richelieu, à l'école primaire Saint-Rosaire et à la polyvalente Forimont. Les dons doivent être effectués d'ici le 27 novembre. En 2026, la municipalité de Saint-Vianney célébrera son 100e anniversaire. L'équipe d'organisation de l'événement a dévoilé les dates des festivités ainsi que le logo pour le 100e. Les citoyens auront la possibilité de célébrer leur municipalité du 26 juillet au 2 août. Pour tout connaître des activités qui auront lieu, rendez-vous sur la page Facebook 100e Saint-Vianney et pour contacter le comité organisateur, vous pouvez le faire en écrivant à l'adresse saintvianney100@gmail.com. Voici maintenant les actualités régionales. Les centres de services scolaires de la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine cesseront progressivement d'offrir des cours de francisation en raison que le financement octroyé par le gouvernement du Québec pour le service de francisation aux adultes est actuellement atteint à la suite de récentes modifications au budget et à son fonctionnement. Au Bas-Saint-Laurent, l'arrêt de ce financement affecte les 134 élèves et les 13 membres du personnel enseignant des centres d'éducation des adultes du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais. Les cours de francisation se sont terminés hier, le 7 novembre. Le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais a précisé que d'autres tâches seront proposées au personnel enseignant pour limiter les impacts. En ce qui a trait aux élèves, ceux-ci seront dirigés vers des services gouvernementaux. Chez nos voisins, pour le Centre de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup, les classes de francisation prendront fin le 29 novembre et pour le Centre de services scolaires du Fleuve et des Lacs, la date de fin est fixée au 6 décembre. Et pour ce qui est du Centre de services scolaires des Phares, celui-ci mettra fin à ses cours le 5 décembre pour les cours du soir et le 24 janvier pour les cours de jour. En combinant les centres de services scolaires du Bas-Saint-Laurent, ce sont pour 400 élèves dont les cours de francisation ont été annulés. Pour une deuxième année, c'est le retour de la campagne Biscuits Sourire des Fêtes qui se déroulera du 18 au 24 novembre. Pour cette deuxième édition, c'est de nouveau l'Association du cancer de l'Est du Québec qui s'associe avec les restaurants Tim Hortons de Rimouski, Montjoly, Amkoui et Trois-Pistoles et qui recevra la moitié des recettes de la vente de ses friandises de Noël. L'argent amassé permettra à l'association de poursuivre sa mission d'offrir des services réconfortants aux personnes touchées par le cancer dans la région. Rappelons que l'année dernière, c'est un montant de 29 421 $ qui a été récolté et a été divisé entre l'Association du cancer de l'Est du Québec et la Fondation Tim Hortons. L'édition 2024 du marché des saveurs se déroulera du 28 novembre au 1er décembre 2024 à Rimouski. Cet événement permet la découverte d'une grande variété de produits locaux de qualité. Cette année, c'est 60 exposants qui seront sur place avec une offre diversifiée de produits régionaux, tels des viandes locales, des poissons fumés, des fromages fins, des pâtisseries, des confitures artisanales, des miels, des condiments et plusieurs autres produits uniques. La Matapédia sera représentée par la chocolaterie Beljade et la vallée de la Framboise. Tout en encourageant l'achat local, vous pourrez bénéficier de nombreuses dégustations et promotions spéciales. Rappelons que cet événement est organisé par Saveurs du Bas-Saint-Laurent. Voici maintenant les actualités sportives. C'est ce soir que le club de hockey L'Océanique de Rimouski jouera son match thématique 30e anniversaire, soulignant les 5 premières années de son histoire au Colisée financière Sun Life. Lors de cette soirée spéciale, le club intronisera 10 anciens joueurs à son temple de la renommée 1995-2000. Parmi les 10 intronisés, on retrouve le Matapédien Sébastien Caron, qui a été le gardien de but de l'équipe pour les saisons 1998-1999 et 1999-2000. Lors de cette dernière saison, l'Océanique avait remporté la Coupe Mémorial et Sébastien Caron avait remporté le trophée Ap Ems, qui est remis au meilleur gardien de but de la Coupe Mémorial de la Ligue canadienne
de hockey. Pour son passage à Rimouski, Sébastien Caron avait un message pour les supporters de l'Océanique. Salut les fans de l'Océanique, c'est Sébastien Caron. Je suis vraiment honoré de revenir à Rimouski pour cette soirée spéciale. Je voulais remercier l'organisation de l'Océanique pour nous recevoir. J'ai hâte de voir mes anciens coéquipiers et puis tout le monde. J'espère de vous voir en grand nombre, comme dans le bon vieux temps. La vidéo qu'on vous a présentée est en ligne sur la page Facebook du club de hockey L'Océanique de Rimouski. Avec son passage ici dans la région, la TVC fera une entrevue avec Sébastien Caron qu'on pourra vous présenter là, très bientôt. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec, la saison est officiellement commencée. La semaine dernière, le bar laser de Cozaspcal effectuait son premier match à domicile. L'équipe matapédienne s'est inclinée 8-5 devant l'équipe Excavation Léon Chouinard de Montjoly. Le bar laser pourra se reprendre sur la route en fin de semaine. Nos matapédiens visiteront les Vikings du Rocher ce soir à 21h à Chandler. Demain samedi, ils seront à Rivière-au-Renard pour affronter les Corsaires de Forillon à 20h. Les nageurs et nageuses du club de natation Nataqui ont participé à la compétition Invitation Union provinciale Pacifique qui se déroulait à Rimouski les 2-3 novembre dernier. Le club d'Amqui peut être fier de sa participation avec une récolte de 30 médailles. Parmi les 18 athlètes participants, voici ceux qui ont remporté les honneurs. Gabriel Michaud avec une médaille d'argent, Béatrice Lévesque avec 5 médailles d'or et une médaille d'argent, Théo Legendre avec une médaille d'argent et 2 médailles de bronze, Rose Harrison avec une médaille d'argent et une médaille de bronze, Nora Duhamel avec une médaille d'or et une médaille d'argent, Marie Duhamel avec 4 médailles de bronze, Mia-Jade Caron avec 2 médailles d'or et 3 médailles d'argent, Liem Barabé avec une médaille de bronze et Flora Élie Caron avec un total de 6 médailles. Au total, ce sont 287 jeunes provenant de 9 clubs différents qui ont participé à cette compétition. Toujours en natation, le club Nataqui s'est vu être récompensé pour la saison 2023-2024. Tout d'abord, le club s'est mérité la bannière pour l'équipe championne pour la meilleure amélioration dans l'Association de natation de l'Est du Québec. Et une deuxième reconnaissance a été remise à Théo Legendre, récipiendaire du prix du deuxième meilleur nageur dans la catégorie 11-12 ans, également dans l'Association de natation de l'Est du Québec. Félicitations aux athlètes du Nataqui. C'est ce qui complète les actualités du 8 novembre 2024. Le mois de novembre, c'est le mois de l'économie sociale. Dans la Matapédia, on dénombre plus d'une quarantaine d'entreprises d'économie sociale. Qu'est-ce que c'est au juste et quel est leur rôle? J'en discute avec Marc Fraser, qui est directeur général de Économie sociale et solidaire du Bas-Saint-Laurent. Bonjour Marc! Bonjour Marc! On a des noms faciles à retenir. Oui, on se mélangera pas aujourd'hui. Bon, tout d'abord, si on veut donner une définition à l'économie sociale, comment on décrit ça? Mais la première chose qu'on pourrait dire, c'est qu'il s'agit d'entreprises collectives. Alors, soit des organismes à but non lucratif qui ont un volet marchand, donc qui vont vendre des services ou des biens, les coopératives, bien entendu, et le dernier type de structure, je te dirais, c'est les mutuelles financières d'assurance, Promutuelle de l'Est, par exemple. Donc, ça, c'est les 3 groupes qu'on retrouve dans l'économie sociale principalement. Elles ont en commun d'avoir une gestion démocratique, d'être constituées de membres. Ces membres-là ont un droit de vote, élisent un conseil d'administration qui, lui, va gérer l'entreprise. Donc, on parle d'entreprise collective. Oui, tout à fait. Et puis, ben justement, c'est quoi une caractéristique principale d'une entreprise d'économie sociale versus une entreprise régulière qui n'est pas d'économie sociale? Ben, son caractère collectif, sa gestion démocratique de 1,
L'autre aspect, c'est que l'économie sociale va générer des bénéfices, comme n'importe quelle entreprise, mais ces bénéfices-là ne seront pas répartis au sein des actionnaires, un petit groupe d'actionnaires ou un propriétaire unique, mais bien réinvestis dans l'organisation même pour la consolider ou redistribués au prorata des services rendus aux membres, dans le cas d'une coopérative. Et sinon, ben, ça va à soutenir le salaire directement des travailleurs et travailleuses qui y œuvrent. Tout à fait. Et oui, parce que donc, ça aide la communauté. Oui, les retombées vont directement dans la communauté plutôt que dans les poches d'une ou de plusieurs personnes là, qui sont actionnaires de cette compagnie-là. Tu nous as mentionné un petit peu, mais ça, on en retrouve dans tous les domaines là, des entreprises d'économie sociale. Oui, aussitôt qu'il y a un besoin, en fait, qui est identifié dans la communauté, comment ça se structure, c'est qu'un groupe de personnes, un collectif, va identifier un besoin et vont avoir besoin de trouver une réponse à ce besoin-là, vont se mettre ensemble, créer ces services-là. On peut penser dans le domaine de l'alimentation. Ici, dans la Matapédia, c'est particulier vos commerces de proximité en alimentation. Donc, des besoins de base pour desservir la communauté passent souvent par le modèle d'économie sociale. On le retrouve dans les services à la personne. On le retrouve aussi beaucoup en culture, loisirs. Oui. Donc, on intervient dans toutes les sphères de la vie humaine et jusqu'à la fin. Oui, oui, puis d'ailleurs, la TVC fait partie aussi des entreprises d'économie sociale. Vous êtes une entreprise d'économie sociale, vous générez de l'emploi, vous donnez accès à de l'information que aucun promoteur privé n'investirait de cette façon-là pour desservir le milieu. Donc, vous amenez cette réponse-là à un besoin de votre communauté. Oui, donc fait que là, c'est ça. Tout ce qui est commerce de détail, tu as parlé épicerie, dépanneur, tout ce qui est loisirs, cinéma, la télévision. Coopérative funéraire. Oui. C'est ça, c'est vraiment large. CPE, centre de la petite enfance, jusqu'au trépas. Dans le fond, on est là. Et dans tout ça, le rôle de économie sociale et solidaire, Bas-Saint-Laurent, c'est quoi votre rôle? Ben nous, on a une mission de promouvoir ce modèle économique-là, qui est quand même le 3e pilier de l'économie québécoise. Là, on parle d'11 200 entreprises, selon le dernier recensement, au Québec, qui génèrent 47 milliards de dollars d'activité économique. Ici, au Bas-Saint-Laurent, on parle de 330 entreprises d'économie sociale qu'on a répertoriées en 2022, qui génèrent 700 millions de chiffre d'affaires et plus de 5 600 emplois. Donc, secteur important, on en fait la promotion. On consolide l'écosystème, si tu veux, en organisant des activités, des formations, et on accompagne les entreprises en émergence. Ça, c'est un gros volet. Donc, de l'idéation à la propulsion de la solution, on est là pour soutenir les entreprises et les collectivités. Là, on parle que le mois de novembre, c'est le mois de l'économie sociale, mais justement, à quoi ça sert? À quoi il sert ce mois-là? C'est quoi les activités qui ont lieu pour promouvoir l'économie sociale? Ah, ben là, on est en grande tournée bas-laurentienne. Nous serons, là, dépendamment de l'heure et du jour de diffusion, il peut y avoir un décalage, mais nous serons à Matane, ce soir même. Nous serons à Rimouski pour une activité également demain. Nous serons à Saint-Pascal la journée suivante. Nous offrons de la formation pendant ce mois-là et bien sûr beaucoup de diffusion d'informations pour démystifier le modèle et que les gens reconnaissent qu'est-ce qu'est l'économie sociale et puissent y adhérer. Donc, faire des achats responsables qui vont, dont les retombées vont bénéficier à la collectivité. Et puis, en tant qu'individu, on peut soutenir nos entreprises d'économie sociale. Oui, il faut encore savoir les identifier. Fait que posez-vous la question, est-ce qu'il s'agit d'une initiative du milieu? Est-ce que c'est collectif? Et bien sûr, devenir membre de ces organisations-là. C'est le premier geste. Et ensuite de ça, ben, devenir membre, assister aux AGA, s'impliquer au sein d'un conseil d'administration peut-être, ou simplement aller donner des heures du bénévolat, soutenir ces initiatives-là dans le milieu. C'est la meilleure façon là, de soutenir. Et ça fait combien d'années que ça existe justement? Est-ce que tu sais, ça fait combien d'années que ça existe, le mois de novembre, comme un mois de l'économie sociale? Ça a été initié en 2019 par les pôles d'économie sociale et le chantier de l'économie sociale, là, qui est au niveau national, si tu veux. Bon.
Marc Fraisant, merci beaucoup d'être venu nous parler justement d'économie sociale pour qu'on comprenne mieux qu'est-ce que c'est. Ça va me faire plaisir de revenir à toutes les semaines si vous m'invitez. On va sûrement avoir plein de choses à parler. Merci, Marc. Merci. Si vous voulez en savoir plus ou avoir plus d'informations sur l'économie sociale, vous pouvez consulter le site Internet de Économie sociale et solidaire Bas-Saint-Laurent à l'adresse économiesocialebsl.com. Et n'hésitez pas, comme on l'a mentionné, à soutenir les entreprises d'économie sociale de la région. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis a divulgué les résultats de la caractérisation des matières résiduelles effectuée par la firme conseil Stratzer. Pour discuter des résultats de ce rapport, je reçois Vincent Dufault, qui est directeur général à la Régie. Bonjour Vincent. Bonjour. Oui. Donc, on va parler justement là, des résultats de ce rapport que vous avez reçu. Mais juste avant, je voudrais que tu nous expliques c'est quoi le contexte de ce travail-là qui a été effectué, puis l'objectif qui a été au bout de la ligne. Oui, en fait, le contexte démarre du côté de quand on a fait le plan de gestion des matières résiduelles conjoint des MRC de la Matapédia et de la Métis pour 2023-2029. Lorsqu'on faisait le PGMR qu'on appelle, on a vu qu'il y avait un besoin de faire un inventaire réel de nos déchets pour nous aider après ça à prendre des décisions sur les actions à prendre au niveau de nos activités de sensibilisation, d'éducation, d'information, mais également si jamais on avait des matières plus problématiques à cibler au niveau de comment est-ce qu'on fait nos opérations de gestion des matières résiduelles sur le territoire. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a pris la décision. On a mandaté une firme, la firme Stratzer, qui est une firme qui est spécialisée en gestion de matières résiduelles, qui a déjà fait plusieurs études similaires dans des municipalités MRC avoisinantes. Donc, en même temps, ça nous permettait d'avoir une méthodologie qui était comparative avec les territoires adjacents. Et on les a mandatés, ils sont venus cet été faire cette caractérisation-là là, de nos déchets qui arrivaient au centre de transbordement là, à Mongeau. Et puis, comment ça s'est déroulé, justement, cette caractérisation-là? Sur combien de temps ça a duré? Qu'est-ce qui s'est fait? C'est que pendant 2 semaines, et il n'y a pas de secret, pendant 2 semaines, il y avait des employés de Stratzer. Ils prenaient des sacs poubelles, ouvraient les sacs poubelles et divisaient les matières et pesaient les matières pour déterminer dans des voyages types à quoi ça ressemblait. Et nous, avec la méthodologie, on avait divisé ça. Évidemment, on a 2 MRC, là, la Matapédia et la Métis. On avait divisé ça entre les 2 MRC, entre le résidentiel et commercial. Mais aussi, on avait, par exemple, pris Amqui, secteur Est, secteur Ouest. On avait essayé de trouver des divisions là, qui nous permettaient de voir s'il y avait des différences notoires sur le territoire. Là. Donc, c'est aussi simple que ça, mais c'est avec du jus de bras dans le jus de poubelle. C'est aussi simple que ça. Oui. Donc, dans le fond, ce que je comprends, là, vous avez fouillé un petit peu dans les poubelles, un petit peu partout là, sur les 2 territoires pour avoir un résultat là, qui résume un peu les 2 territoires, dans le fond. Exactement. Donc, plusieurs heures de plaisir. Oui, ben c'est ça. C'est pour moi personnellement, là, mais on les a vus faire, puis c'était courageux, on va dire ça comme ça. Mais on dit des fois un mal nécessaire, parce que ça l'a quand même donné un résultat. Justement, parle-nous donc de ces résultats-là qui ont ressorti de cette étude. Le principal résultat, et c'est celui qu'on a mis de l'avant lorsqu'on a publié l'étude, c'est de dire qu'il y a seulement le quart de nos déchets qui sont vraiment des déchets. C'est le résultat qu'on voulait mettre de l'avant pour lancer un message clair à tout le monde, de dire « Hey, il nous reste beaucoup de travail à faire dans ce qu'on fait », parce que quand on regarde au niveau résidentiel, là, c'était 28% des déchets, donc qu'est-ce que les gens mettent dans la poubelle, qui sont vraiment des matières qui devraient aller dans la poubelle. Quand on regarde ça, ça veut dire qu'il y avait un 27% là, qui est des matières organiques qui auraient pu se retrouver dans le bac brun. Il y avait un 24% qui est des matières recyclables qui auraient pu aller dans le bac bleu. Il y a un 12% qui sont des matières qui auraient pu aller à l'éco-centre. Le reste, c'est des matières comme du textile, des plastiques agricoles et autres qui auraient pu aller dans des points de dépôt existants. Donc, quand on a regardé ça au niveau résidentiel, c'est pas compliqué, là, sur nos 7800 tonnes envoyées à l'enfouissement, il y a quand même 5600 qui auraient pu éviter l'enfouissement si ça avait été trié adéquatement. Donc, on voit qu'il y a quand même un bon travail à faire, puis on avait un constat relativement similaire là, du côté
Du commercial était même un petit peu plus pire, là, où est-ce qu'on était plus autour de 20% seulement qui étaient des vrais déchets. Lui, à la différence du côté commercial, c'est que c'est des matières à 30% qui auraient pu aller à l'écocentre. Donc, on voit qu'il y a encore du travail à faire au niveau commercial pour au niveau des services de l'écocentre, au niveau de s'assurer c'est du bois de construction, surtout qu'on a vu là, qui aurait pu être envoyé à l'écocentre pour être valorisé de la bonne façon plutôt qu'être envoyé à l'enfouissement. Et là, en 2024, ça fait déjà plusieurs années qu'on sensibilise les gens à la récupération, au compost. Est-ce que c'est inquiétant ou est-ce qu'on se pose des questions à voir des résultats comme ceux-là? C'est le résultat qu'on pensait avoir, là. C'est pas, on vient quantifier quelque chose qu'on savait déjà au niveau qualitatif parce qu'on le voit passer dans nos déchets. Moi, je fais tout un exercice là, quand j'ai des présentations, des fois dans des écoles ou à des endroits. Le jour même de la présentation, on va dans le site de transbordement, puis on prend une photo, puis c'est la photo qu'on utilise en présentation. La photo, on dit aux gens, ben trouvez qu'est-ce qui va pas dedans, puis il y a tout le temps plein de cartons, plein de matière organique, plein de canettes consignées, des choses comme ça qui sont très visibles à l'œil nu. On n'a même pas ouvert les sacs poubelles encore. Là, on voit déjà des matières qui n'auraient pas dû s'y retrouver. Fait que ça vient mettre en chiffres qu'est-ce qu'on savait déjà. Ce qu'on voit, c'est un portrait pour 2024. On n'a pas le portrait dans le passé. Fait que de dire, mais il y a quand même eu de l'amélioration au fil des années. Là, on le voit juste dans nos matières organiques là, que à chaque année, on augmente de 10%. Nos matières recyclables également, là, ça a augmenté au fil des années. Donc, il y a quand même eu de l'amélioration dans sur la qualité de nos poubelles. Au fil des années, mais c'est pas quantifié. Donc, on peut pas dire c'est quoi. Là, on a un portrait pour 2024, ça ressemble à ça. L'idée aussi de cet exercice-là, c'est de dire, si on le refait dans 3 ans, dans 5 ans, on est capable de comparer le portrait de 2024 avec le portrait de futur. Et donc, là, vraiment, de voir les améliorations, de voir si les actions ont porté fruit adéquatement. Donc, c'est à ça aussi que sert l'exercice, là. OK. Donc, là, ce qui se ressort du constat, il faut faire plus de sensibilisation. Ça va être quoi le plan d'action? Plus de sensibilisation. Ouais, plus de sensibilisation. On a déjà beaucoup d'actions en vue. D'ailleurs, de faire ce rapport de caractérisation-là et d'émettre les résultats est une action en soi pour sensibiliser les gens à dire, regardez, il y a du travail à faire. On va poursuivre nos campagnes d'information, d'éducation pour favoriser le bon tri. En mettant ça en chiffres aussi, ce que ça nous permettait de voir, c'est là, on est capable de dire, ben regardez, annuellement, là, il y a 1,7 million de dollars qu'on envoie dans la poubelle qui ne devrait pas y aller. Là. Quand on prend toutes les matières qu'on aurait pu détourner, c'est 1,7 million de dollars. Là. Quand on regarde ça, c'est 1000 dollars par habitant. Là. Il y a un énorme travail à faire de ce côté-là. Puis, c'est pas juste de la sensibilisation au point de vue environnemental, mais au point de vue économique aussi. Quand on signe, nous, là, notre bac brun, c'est pas compliqué. Là. Par exemple, cette année, on paye 25 dollars par habitant. Fait qu'on l'utilise ou pas, c'est 25 dollars. Notre bac bleu, il n'y a aucun coût relié à ça. D'ailleurs, là, il va y avoir toute la modernisation de la collecte sélective, mais il n'y a aucun coût relié au bac bleu. Ce qui veut dire, en réalité, là où on a un coût qui dépend du tonnage, c'est au niveau des déchets. Donc, plus on a de déchets, plus ça coûte cher. Moins on a de déchets, moins ça coûte cher. Fait que les gens, si votre compte de taxes demande, ben il y a une réflexion à avoir sur la quantité de déchets que vous générez. Là, je parle collectivement, là, évidemment, là, la quantité de déchets qu'on génère. Et si on veut sauver de l'argent, il va falloir aussi bien trier nos matières. Là. Oui, bien, exact. Donc, on faut faire de la sensibilisation, mais est-ce que vous avez un autre plan d'action aussi? Parce qu'on a beau dire aux gens, faites ci, faites ci, faites ça, mais si les gens ne les font pas, est-ce qu'il y a un autre plan d'action qui pourrait venir après la sensibilisation? Oui, bien, ça fait partie des activités du plan de gestion des matières résiduelles. Il y a déjà des municipalités qui ont commencé à mettre en place de la tarification incitative. Là, je pense à Amkoui, entre autres, qui déjà l'année passée, au niveau commercial, a mis de la tarification incitative, puis a mis un tarif sur le deuxième bac de déchets également au niveau résidentiel. C'est le genre de recommandation que nous, on veut amener aux autres municipalités également. Pour aussi, c'est le principe pollueur-payeur à quelque part. Là. On peut pas peser chaque bac un par un pour facturer, mais on est capable, par certains moyens, de dire, ben si toi, tu génères plus de déchets, tu devrais payer plus et vice-versa aussi. Une personne qui génère moins de déchets devrait payer moins. Mais après ça, il y a des stratégies pour mettre ça en place.
Il y a beaucoup de municipalités qui ont commencé à faire ça à travers le Québec. On regarde qu'est-ce qui se passe à travers le Québec, on s'inspire de ce qui se passe à travers le Québec pour voir qu'est-ce qui est applicable dans la Matapédia et dans la Métis. Il y a des choses qui peuvent se faire avec des nouvelles technologies, mais il y a des choses qui peuvent se faire relativement simplement, relativement rapidement. Donc, tout ça est en évaluation présentement. Parce que moi, de mon expérience personnelle, je peux pas faire de compost parce que mon propriétaire nous fournit pas de bac de compost. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait pour obliger justement les propriétaires d'immeubles à logement d'installer le bac de compost? Ouais, ben en fait, au niveau de la réglementation, là, faut savoir que la réglementation dit qu'il y a une obligation de tri à la source. À partir de ce moment-là, faut s'assurer d'avoir les bons outils, mais au niveau comme dans une situation comme tu mentionnes, au niveau résidentiel, lorsqu'on a fait la distribution des bacs de compost en 2015, on visait le 5 logements et moins. 5 logements et plus, c'était sur demande des propriétaires. Donc, les propriétaires peuvent demander, la municipalité peut demander, voir si on peut avoir un bac pour l'intégrer dans la collecte. Là, puis après ça, il y a quand même beaucoup de choses. Ça, c'est des choses qui vont s'en venir éventuellement. Le plus gros multilogement, là, il y a beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là. On sait déjà, on travaille déjà sur un portrait de comment qu'on va établir, comment on va mettre ça en place. Là, on travaille là-dessus présentement. Il reste du travail à faire. Là, et on sait déjà sur le territoire, même au niveau commercial, là, on l'a implanté, puis on doit encore continuer à faire des visites régulières pour s'assurer. Il y en a qui participent toujours pas, même s'ils ont un conteneur à matière organique. Il y en a qui participent, mais c'est pas adéquat, c'est pas au plein potentiel. Donc, on doit continuer à faire des efforts sur le terrain aussi là, par rapport à ça. Ça fait toute partie du plan de gestion des matières résiduelles là, de faire ces activités-là là, qui sont effectivement pas juste l'éducation, de la sensibilisation, là, mais il y a des activités terrain et peut-être même des actions, sans aller trop coercitives, là, mais des actions incitatives là, pour augmenter la participation là, qui pourrait s'en venir dans les prochains mois et années. Là. Donc, comme on dit, il va y avoir du pain sur la planche. Ça, on n'en manque pas. Puis en autant que les résidus de pain vont au compost, on est correct. Ben Vincent Dufault, merci beaucoup. Puis justement, tant mieux si ce rapport-là va pouvoir aider à sensibiliser les gens et à faire comprendre aux gens que c'est important de bien utiliser ces bacs. C'est juste pour l'argent qu'on va économiser et l'argent qu'on gaspille. Là, je pense que déjà, ça, c'est déjà un élément choc là, pour la suite des choses. Effectivement. Merci beaucoup. Merci de notre journée. Pour de plus amples informations sur les stratégies à venir et comment bien utiliser les bacs de déchets, de récupération et de compost, vous pouvez consulter le site de la Régie intermunicipale des traitements des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis à écorégie.ca. Pour contrer le manque d'informations locales, pour sensibiliser la population, pour mettre en valeur le savoir-faire régional, pour divertir la population, pour être accessible à la portée de tous et proche des gens, pour que nos histoires soient relatées et racontées pour les gens qui ne peuvent se déplacer. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, vos 8 télévisions locales existent pour vous. Car vous, c'est nous. Le jeune cinéaste bien connu ici dans la Matapédia, Christophe Moquin, nous présente un nouveau court-métrage et ajoute des cordes à son arc en offrant des conférences. Pour en connaître davantage, je le reçois ici en studio. Bonjour Christophe! Salut Marc, ça va bien? Oui, ça fait plaisir de te revoir de passage à la télé. Ben oui, ça me fait tellement du bien de revenir. Je me sens chez nous. Oui, bon. On va tout d'abord commencer par parler de ton court-métrage. Tu as lancé un nouveau court-métrage pour le temps des fêtes, mais quand même assez particulier. Là. Ça ressemble pas vraiment à ce que tu as peut-être fait auparavant. Là. C'est plus personnel. Oui, c'est très personnel. Ça doit être en fait un de mes films, si c'est pas mon film le plus personnel. En fait, là, ma démarche, c'est que j'ai pris des vieilles archives familiales. Moi, j'avais un grand-père qui filmait tout. Okay. Pour te dire, ma vidéo de baptême dure 5h30.
Quand je te dis qu'il filmait tout dans les moindres détails. Il te filmait pendant qu'il te préparait, qu'il Ah, t'habillait, qu'il t'amène à Écoute, cette l'église, vidéo-là, c'est fou. pendant que tu manges, Oui. pendant que tu vas te coucher. Donc, le début du projet, c'est ça, me rappeler que j'ai beaucoup d'archives familiales de mon enfance et au-delà d'eux. Donc, un jour, je suis allé chez ma grand-mère et j'ai fouillé dans les tonnes de VHS pour en ressortir une dizaine que j'ai pris le temps d'écouter. Pour ensuite de ça, plus me focaliser sur le temps des fêtes et je les ai apportés avec ces 4 VHS-là, qui sont tous justement des archives familiales. On a 2002, 2010 et 1977, OK. tous dans le temps des fêtes. Donc, Mais c'est combien d'heures d'écoute en tout, ça? ça, c'est... Ben, sur une cassette, 36 heures, mais il n'y avait pas juste des trucs du temps des fêtes. Je dirais que c'est peut-être un 8 ou 10 heures, entre 8 et 10 heures de matériel que j'ai tout pris le temps d'écouter et numériser. Parce que là, 1977, t'étais pas au monde. Non, encore. j'étais pas au monde à ce moment-là, en effet. Donc, le film suit une famille, en fait, ma famille, sur 3 générations. Donc 77, 2002 et 2010. Donc on suit cette famille-là pendant la période des fêtes. Ça s'appelle Dans nos vieilles maisons. Et la TVC a gentiment accepté de diffuser le film pour le temps des fêtes. Et tu l'as mentionné un petit peu, mais l'objectif, c'était vraiment pour toi de ressortir des souvenirs, d'utiliser tout ce qui a été tourné pendant toutes ces années-là. Là. Oui, il y a un peu de ça. Mais c'est vraiment... à la base, c'était un défi. Je ne savais pas ce que ça allait donner, ce projet-là, parce que pour ceux qui connaissent ma filmographie, j'avais fait du cinéma de réemploi qui s'appelait On s'en souvient, qui était un film, un film politique où on revient sur justement sur des archives. Je t'avais reçu d'ailleurs pour en parler de ce Oui, c'est court-métrage-là. vrai. Bien, c'est vrai. Donc, c'est à ce moment-là, quand j'ai fait ce film-là, que j'ai repensé à ces archives-là et j'ai commencé le processus. Parce qu'il faut savoir que là, ça sort, enfin, on en parle, mais moi, ça fait 2 ans et demi là, que je travaille là-dessus. Là, tu mentionnais, ça va être diffusé sur les ondes de la TVC seulement. Seulement, oui. Le monde ne pourra pas le voir là, sur Internet. Non, généralement, je sors mes films sur Internet, mais celui-là, j'ai décidé de ne pas le sortir pour plusieurs raisons. Et entre autres, j'aime bien l'idée que ça soit un film un peu plus intime, qui est vu par... qui est vu par certaines personnes, puis qui est moins accessible. C'est le fun aussi, surtout pour un film de Noël, de pouvoir le ressortir de temps en temps et pas le rendre accessible. J'aimais bien l'idée. Et aussi, je trouvais que c'était un film qui a une esthétique très VHS, bien entendu, puis c'est aussi un film qui a une esthétique très cinéma direct, caméra portée. Puis je trouvais que c'était une esthétique qui allait pas vraiment bien avec Internet. C'était plus une esthétique de festival puis de télévision. Puis il y a probablement aussi le respect de la confidentialité aussi, puis les personnes qui ont été filmées, qui... Ouais, il y a un peu de ça. C'est pas... Le respect du consentement aussi. Ouais, il y a un peu de ça aussi. Bon. Ben, on a bien hâte de voir ça. Et deuxième point, comme j'ai apporté, dernièrement, tu as vécu une belle expérience. Tu as été appelé à donner une conférence dans une école pour parler de cinéma. À mon ancienne école secondaire. Oui, à Armand-Saint-Onge. Comment c'est venu ce projet-là? Comment ça a commencé? Ça fait longtemps qu'on en parle avec l'école. Il faut savoir que ma mère travaille dans cette école-là et ma belle-mère aussi. Donc, ça faisait longtemps c'était pour parler de... Ah, tu pourrais venir parler de ton travail, parler du métier de cinéaste. Et là, il y a des nouveaux cours, des nouveaux programmes là, qui ont sorti. Et entre autres, il y a des cours de cinéma et de photo. Donc, j'ai été invité pour parler là, de l'écriture de scénario, puis de comment le concevoir à l'image dans le cadre de ce cours-là. Et ensuite de ça, là, les jeunes, ils vont choisir, de ce que j'ai compris, entre soit le stop motion, le court-métrage de fiction, le court-métrage documentaire. Puis moi, ben, la conférence, je venais surtout pour parler de la fiction.
C'était la première fois que tu donnes une conférence? C'était la première fois que je donnais une conférence, ouais. C'est tout nouveau, là. Comment t'as trouvé ça? J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. C'est sûr que sur le coup, j'ai trouvé ça un peu stressant. Puis je me disais, est-ce que je... Tu sais, un peu, tu sais, je suis pas un prof, là. J'avais un peu le syndrome de l'imposteur, de est-ce que je vais être assez intéressant, puis est-ce que je vais pouvoir livrer de bonne façon la matière, tu sais, pour que ce soit compréhensible, puis tout ça, parce que... tu sais, je suis pas un professeur, puis j'ai tellement de respect pour ce métier-là, tu sais, comme je disais, ma mère puis ma belle-mère sont... c'est ça. Tout le monde dans ton environnement. Mais en même temps, un conférencier, c'est pas nécessairement un prof. Ouais, non, c'est ça. T'as ta façon à toi d'apporter les choses aussi. Exactement. Mais tu sais ça, c'était une première, donc c'était tout cet ajustement-là que j'ai dû faire dans ces... Justement, Christophe, le conférencier, c'est quoi? C'est qui, ce gars-là? Il a fallu que je le trouve, mon conférencier intérieur. Puis non, j'ai eu beaucoup de plaisir. En fait, ce que j'ai eu la piqûre de voir un jeune écouter ce que je dis, puis tu sais, tu sens, là, il y a une petite étoile dans le coin de l'œil, là. Tu sais, tu sens que tu viens d'y accrocher quelque chose, là. Oui, ça, c'est... Tu viens d'attirer son attention, ça l'intéresse, puis il voulait faire ça. Puis ça portait sur quoi ta conférence, ton atelier, C'était sur l'écriture de scénario, puis comment le concevoir en images. Fait que c'était un peu un cours d'initiation à le métier d'auteur et le métier de réalisateur. J'ai parlé, là, entre autres, c'est ça, comment bien écrire, comment bien se préparer à l'écriture, comment écrire, puis aussi comment cadrer, comment, une fois que tu as ton scénario, qu'est-ce que tu en fais. C'était un cours d'initiation. Ça aurait pu... Je me suis beaucoup inspiré de mes premiers cours de cégep, là, tu sais, tous les cours initiatiques, tout ça. Tu pourrais le faire aussi sur d'autres sujets, là. Ben, oui. C'est toujours le cinéma, mais d'autres aspects aussi, là. Ouais. C'est peut-être quelque chose que tu pourrais faire en parallèle dans ta carrière, là, donner des conférences, là. Ça pourrait être... C'est peut-être pas la dernière que tu donneras. Ben j'espère que c'est pas la dernière. Justement, là, je lance la population. Si vous avez besoin d'un conférencier pour parler de cinéma, ben ça va me faire plaisir de venir donner des conférences. Puis, justement, je peux la modeler en fonction de ce que les gens ont besoin aussi, là. Un nouveau titre à rajouter au bout de ton nom. Ouais, ben oui. Cinéaste, conférencier. Hey, ben merci, Christo, de ton passage ici à la TVC en studio. Ça a été un plaisir de te revoir. Ouais, ben merci à toi. Et puis, on te souhaite bonne chance dans la suite des choses. Oui. Le court-métrage Dans nos vieilles maisons sera diffusé sur les ondes de la TVC. Donc, surveillez notre grille horaire pendant la période des fêtes. C'est pendant cette période-là qu'on va diffuser le court-métrage. Et puis, comme vous venez de l'entendre, si vous avez besoin d'un conférencier sur le cinéma, différents aspects du cinéma, bien, vous pouvez contacter Christophe Moquin et vous pouvez le faire à son adresse courriel moquin.christophe@gmail.com. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Le processus de changement de l'image de la Corporation de développement communautaire Vallée de la Matapédia s'est poursuivi. Après le nouveau logo, les objets promotionnels, c'est maintenant le site Internet qui fait peau neuve. Pour nous en parler, je reçois toute l'équipe de la CDC. Bonjour à vous tous! Bonjour! Vous allez bien? Très bien! Bien, je vais vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Hein? Bon, on va commencer à ma gauche. Sabrina Morissette, tu es agente de communication. Oui. On a aussi José Carrier, qui est agente de développement et promotion. Sophie Champagne, la directrice. Et Sébastien Lévesque, qui est tout un long titre, agente d'accompagnement au mouvement communautaire. Voilà. C'est le plus tannant, il y a le plus long titre tout le temps. Donc, on est ici pour parler de votre nouveau... Bien, vous aviez déjà un site web, pour le renouveau du site web, pour, dans le fond, accompagner tous ces changements-là que vous avez faits. Donc, justement, pourquoi c'est important aussi de refaire le site web? Bien, c'est dans le cadre de notre planification stratégique qui était de tout renouveler notre image de marque. Fait qu'on a décidé de faire un site Internet, mais un site Internet où ce qui va être facile à naviguer pour monsieur et madame tout le monde. Tu sais, nous, ce qu'on veut, ce qu'on préconise, dans le fond, c'est que les intervenants invitent les gens à aller chercher un service, à avoir un service. Ils vont aller, c'est facile, ils n'auront pas de la difficulté à trouver, puis ils vont avoir le logo
quand il y a le logo, les petites fleurs qu'on appelle près de certaines organisations, c'est parce que ça, c'est pour identifier les membres de la CDC, mais on a quand même mis tout ce qui se passe dans la Matapédia qui peut donner un service et même à l'extérieur. Donc là, si on compare l'ancienne version, l'ancien site, et le nouveau, c'est quoi les grands changements, les principaux... Ben, on avait quand même dans l'ancien nos membres, mais on n'avait pas nécessairement toute la panoplie de services, le 8h1, peu importe dans le domaine qu'on avait besoin. Ils n'étaient pas là, ces services-là. Fait que là, ils sont tous intégrés à l'intérieur. Et en plus, ben, il y a vraiment un accès membre. Ça, c'est vraiment pour les membres de la CDC, où qu'à l'intérieur, il y a plein d'outils. Tantôt, mon équipe va toutes vous les préciser un par l'autre. Un par l'autre, oui. Un après l'autre. Un après l'autre, merci. Ils vont tous vous les préciser pour vous dire finalement comment on navigue dans notre site Internet de la CDC pour que ça soit facile. Puis que... Donc, plus facile à naviguer, plus d'informations, plus facile à naviguer. Fait que donc, beaucoup... les gens vont pouvoir y aller plus facilement, puis vont l'utiliser plus aussi. Effectivement, puis on veut que ce soit un site de référence aussi. Vraiment, référence, les gens se posent une question. Oh, je vais aller sur le site de la CDC, c'est sûr que je vais trouver l'information là, toujours ce qui est en lien avec les besoins. Ils vont tout trouver là. Ben, c'est ça. Fait que là, comme on dit, on peut-tu le voir? Oui, on peut le voir. Fait qu'on va présenter le beau nouveau site. Fait qu'on a déjà... Quand on regarde, c'est déjà très beau, les couleurs, les dispositions. Sur la page d'accueil, vous tombez tout de suite sur les actualités. Donc, en cliquant sur « Voir toutes les nouvelles », vous pouvez voir toutes celles qui ont déjà été faites. Comme c'est un site relativement récent, bien, il n'y en a pas beaucoup encore, mais ça va se remplir assez rapidement, comptez sur moi. Oui. Ces nouvelles-là vont aussi être partagées sur notre page Facebook. La page Facebook est accessible à partir du site. Oui, le petit F, parfait. Donc, sur notre page Facebook, vous allez avoir des nouvelles du communautaire dans la Matapédia, plusieurs informations sur les campagnes qui se passent. Donc, ce qui est quand même important à comprendre, c'est d'utiliser la page Facebook et le site Internet en parallèle. Là. Les deux sont complémentaires. Oui, pour avoir des informations rapidement, vous allez aller sur la page Facebook. Ensuite, pour le site Web... donc, en plus des nouvelles puis de notre site, de notre page Facebook, vous pouvez aussi aller au bas de la page ici et vous abonner à l'infolette de la CDC pour avoir plein de nouvelles sur les organismes communautaires, sur la CDC, sur des formations puis de l'information générale. Si on résume la page d'accueil, on retrouve les informations, les actualités, les liens pour la page Facebook et tout ça. Oui. Parfait. On poursuit. Alors, tu vas nous parler de quelle partie, Sébastien? Je vais vous présenter deux des pages. Donc, la page « Trouver un service » là, qui est vraiment le cœur du site web et c'est là le plus gros changement. La décision qu'on a prise, c'est que on met l'ensemble des services. On espère pas en avoir oublié. On améliorera, on ajoutera si on a oublié des choses. Mais c'est que l'ensemble des services disponibles à la population sont regroupés par thématique. Donc, les gens peuvent trouver. Donc, comme Sophie nous l'a mis tantôt, quand il y a les petits bonhommes, c'est pour identifier les membres de la CDC. Okay. Et puis, dans le fond, on inclut là, ce qui est nouveau, d'autres numéros, là, comme dans cette catégorie-là, Centre jeunesse, la ligne info parents. C'est des informations qu'on ne pouvait pas trouver sur notre site. Donc, c'est vraiment le choix qu'on fait. On a classé par thématique et je vous les montrerai pas toutes, mais pour aller vous montrer, en bas, on a quand même la liste des écoles avec les numéros de téléphone et les numéros des municipalités. Ah, ben, c'est intéressant. Vous voyez là, qu'il y a quand même une panoplie là, de numéros de téléphone, de sites web, des numéros d'urgence qui sont regroupés là. On voulait vraiment essayer de rapatrier tous les services au même endroit le plus possible pour que les gens sachent qu'en allant sur le site de la CDC, on peut trouver les informations. Et tout à la même place et accessible. Et voilà. Ce qui est intéressant, c'est, comme tu mentionnais, c'est pas juste les membres qui sont là. Ceux qui n'ont pas de fleurs sont pas membres, mais les numéros sont là quand même. Fait qu'on peut tous les trouver là pareil. Exactement. Et sur un appareil mobile, un téléphone, les numéros de téléphone là, sont cliquables là, pour appeler directement également. Pour nos membres, on a des liens qui mènent aux pages Facebook ou au site web selon le cas. Donc, c'est en gros, cette page-là, c'est ça. On tente de regrouper tous les services qui sont disponibles là, pour les gens de la Matapédia et autres. Là, il y a certains services là, qui sont comme le 811, là, qui est une ligne pour l'ensemble du Québec.
Et je vais vous présenter également la page du Réseau d'éclaireurs. Oui. Donc, Réseau d'éclaireurs, qui est une initiative du Réseau de la santé en collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires du milieu. Donc, la description de qu'est-ce que fait le Réseau éclaireur se retrouve là, essentiellement, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que ça fait. Un numéro pour contacter une personne du Réseau de la santé en lien avec ça. Et, dans le fond, coffre à outils, certains outils là, pour les gens qui ont eu la formation éclaireur, se référer et trouver un service qui nous ramène à la page « Trouver un service ». Donc, pour les éclaireurs, sans rentrer dans le détail, mais c'est des personnes qui peuvent avoir à référer des gens là, vers des services là, qui correspondent à leurs besoins. Donc, la page « Trouver un service » répond aussi à ce besoin-là au niveau du réseau d'éclaireurs. Donc, plus facilement navigable aussi. On clique, on n'a pas besoin de remonter en haut, de retourner dans le menu, puis non, moins de clics. On ramène, là, il y a différents endroits sur le site là, où il y a un bouton qui ramène toujours à la bonne page sans qu'on ait besoin de deviner. Donc, on a tenté vraiment de le faire très simple d'utilisation pour qu'il soit efficace. On va pouvoir dire maintenant tous les chemins mènent à la CDC. On poursuit cette belle visite du site avec Josée. Je vais vous parler de la section documentation. Donc, on a plusieurs segments. Dans la première partie, la politique de développement social, qui a été adoptée il n'y a pas si longtemps. Donc, tous les documents qu'on peut retrouver pour la politique sont déjà là. Fait que facile à aller consulter. Un lien, ça te mène à un fichier PDF. Donc, on peut l'imprimer. Donc, facile d'accès. Divers documents. Donc, le guide de reconnaissance des bénévoles, puis notre fameux répertoire des services communautaires, qu'on va aller cliquer dessus. Ça, c'est notre fameux bottin qui existe depuis plusieurs années. C'est la version récente qui vient juste de sortir. Donc, on peut trouver là aussi tous les organismes qui sont membres ou non membres. Puis, ça vient détailler les services que chaque organisation offre. Donc, c'est quand même assez complet. Puis, c'est ça, c'est beaucoup en demande. Donc, le répertoire, donc, on l'a mis sur notre site pour qu'il soit accessible. On a nos rapports d'activité qui sont là. On a mis les 3 dernières années. Puis, notre politique de confidentialité pour respecter la loi. Donc, c'est pour cette section-là. Il y a des choses qui vont s'ajouter au fur et à mesure, mais c'est un bon début. Si on cherche ces informations-là, c'est dans la section de documentation qu'on va pouvoir le trouver. Oui, c'est ça. Puis, je vais vous parler aussi de l'accès membre. Oui. Dans notre accès membre, dans votre CDC, dans le fond, ça vient dire nos services. On pourrait peut-être cliquer dessus. Ça donne une présentation de tous les services qu'on offre à nos membres. Il y en a 2 pages, donc c'est quand même assez élaboré, du soutien, de l'aide au développement, à vie associative, du soutien en promotion. Puis on a notre belle Sabrina qui fait de la correction. C'est merveilleux. Donc, pour les membres, ben, c'est un atout là, quand on est membre de pouvoir avoir ces services-là. On a aussi différentes politiques, etc. On a le répertoire officiel dans les outils, les rôles et responsabilités. Souvent, quand on veut avoir de l'information, ben, c'est quand même assez complet. Dans la gestion des ressources humaines, on a beaucoup de documents. Puis c'est ça, c'est quand même assez... c'est des outils que les organismes peuvent utiliser, qui peuvent adapter pour eux. Fait que c'est ça. Fait que la section membre, c'est quand même un atout là, de devenir membre. Est-ce que ça fait le tour? Oui. Ben, moi, j'aimerais qu'on aille voir une dernière section. Contactez-nous. Contactez-nous, ben oui. Ben oui, fait que vous êtes toutes là. Il faut montrer. Vous êtes toutes là, la joyeuse équipe. Donc, si on a besoin de vous contacter, on a toutes vos coordonnées pour vous rejoindre. Oui, effectivement. Tout est là. Avec vos belles photos et tout. Fait que bravo. Ben, bravo pour ce beau site. Ben, merci. Merci. Et là, est-ce que ça met fin à tout le processus de changement de l'image?
Ben, on est pas mal rendu au bout, là. Ouais. Avec le changement de logo, les articles promotionnels, le site Internet et tout. On est pas mal rendu au bout. Parfait. Et là, la suite, c'est quoi pour la CDC? La suite pour la CDC, ben c'est le fun, t'en as parlé la semaine passée, dû à un communiqué. Fait que je te remercie beaucoup. Les 5 CDC du Bas-Saint-Laurent, on a déposé un projet via la table nationale des CDC, dans le fond, qui est notre regroupement national à nous. On a déposé un projet pour la résilience faite avec les changements climatiques. Fait qu'on va bâtir des outils pour outiller nos organismes sur chacun de nos territoires. On le sait qu'on couvre 8 territoires, on le sait que les 8 sont différents, mais on va essayer de faire ça le plus représentatif à chacun de nos réalités, de nos MRC. Puis après ça, on va avoir du beau travail. On a jusqu'en 2026 pour réaliser ça. Tout à fait. C'est pas fini, ça fait juste commencer. Ça fait juste commencer. On en a plein de projets. Moi, je me disais toujours, j'ai été longtemps toute seule. Je n'arrachais. Quand José est arrivé dans mon équipe, j'ai dit, pouf, ça va faire du bien. Pas du tout. Là, après ça, Sébastien s'est joint. J'ai dit, hey, ça va nous lousser un peu. Pas du tout encore. Et là, Sabrina est arrivée. J'ai dit, bon, ben là, c'est vrai qu'on va être lousse, là. Pas du tout. Fait là, un 5e, non? Pas tout de suite. On va essayer de stabiliser financièrement. On est comme tous les organismes communautaires. Oui, tout à fait. Oui, on court tout après notre financement. Mais c'est ça. On veut essayer de rester l'équipe de 4 parce que c'est vraiment essentiel pour notre développement dans la MRC avec la politique de développement social qu'on travaille beaucoup aussi. Fait que, tu sais, toute la mise en action de ce beau plan-là, faut pas que ça reste sur la tablette. Fait que, c'est ça. On a beaucoup de travail, puis on est fiers, puis on a des beaux membres aussi, des membres qui sont là, qui participent à nos rencontres, qui sont participatifs. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est pour nous autres, c'est comme notre paye, là, tu sais. Oui, tout à fait. C'est ça. Merci beaucoup d'être venu nous présenter votre site Internet. C'était vraiment agréable de vous avoir toute l'équipe autour de la table. Donc, merci à Sabrina, José, Sophie et Sébastien. Puis bonne continuité là, dans vos tâches. Bien, merci beaucoup à toi. Merci. Pour avoir accès aux informations des activités de la CDC, des membres de l'organisme du réseau éclaireur, le site est accessible à l'adresse cdc-matapédia.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les contacter au 418-629-5001. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapédia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. C'est ce qui complète cette édition d'Info.tvc du 8 novembre. Merci encore une fois cette semaine de nous avoir regardés. Ne manquez pas ce dimanche le télébingo dès 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur bleue. Lundi, on sera le 11 novembre, donc le jour du souvenir. N'hésitez pas à porter fièrement le coquelicot en l'honneur des gens qui se sont battus là, pour notre nation. Ne manquez pas non plus dans quelques instants l'émission La Matapédia autrement. Cette semaine, on vous amène à Saint-Léon-le-Grand faire de la randonnée pédestre. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Info.tvc. Bonne semaine!